En compagnie de Benoît Treille, président de Blagnac. Benoît, bonjour. Bonjour. Benoît, on avait eu l'occasion d'échanger tous les deux il y a 2 mois de ça. C'était juste avant le début du confinement et l'annonce officielle de la fin des championnats. Tu nous avais dit à ce moment-là que ce tiers de championnat en moins représentait une baisse de 20 à 30% de recettes pour le club. Avec 2 mois de recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation du club? Disons que oui, il y a 2 mois, cet arrêt brutal nous a fortement inquiétés, comme la plupart des clubs amateurs et professionnels et du sport français et mondial. On a tout de suite pris des décisions qui s'imposaient pour protéger les finances du club, pour protéger les personnes d'abord. Il est clair que nos prévisions pessimistes se sont confirmées, mais un peu atténuées grâce aux décisions importantes de prise en urgence pour éviter d'avoir trop de charges en cette fin de saison et face à peu de produits. Donc on va dire qu'on va essayer d'atterrir moins brutalement que prévu au 30 juin pour avoir, on espère, l'équilibre, même s'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas rentrés, qui risquent de ne pas rentrer. On va dire qu'on est en train de limiter la casse pour le 30 juin et qui nous amène quand même à nous projeter de manière réaliste, je dirais pas pessimiste, mais voilà, avec une dose d'inquiétude liée à la crise économique qui va s'enchaîner. Forcément, on est très vigilant. On a pris les bonnes décisions pour protéger le club et on est en train d'en prendre encore des bonnes décisions pour la saison qui arrive aussi. Alors ces décisions, quelles sont-elles? Disons qu'il a fallu tout de suite expliquer aux joueurs et aux personnes qui travaillent pour le club qui, étant plus en activité, ne seraient pour la plupart plus rémunérés, mis à part ceux qui sont en contrat. Il a fallu expliquer dans un premier temps qu'on ne pourrait plus assumer et aller au bout de ce qui était prévu pour la saison au niveau des joueurs notamment. Et puis il a fallu aussi expliquer à nos joueurs qu'il fallait qu'ils fassent et qu'ils prennent en compte et qu'ils acceptent une éventuelle baisse de leur rémunération pour la saison prochaine. Et donc là, je salue le groupe de joueurs et les entraîneurs qui ont été très compréhensifs c'est encore une fois, je pense parce que lié au fait que on a des joueurs qui sont pas hors sol, qui sont dans la vie réelle, si je puis dire, ils sont dans la vie civile, dans la vie économique, ils travaillent tous, et donc ils ont tout de suite compris l'impact important que pouvait avoir la crise économique sur les clubs et sur le nôtre, et donc ils ont accepté malgré tout une baisse aussi en projection de leur rémunération. Ce qui est pas neutre, qui permet, à mon sens, qui permettra de pouvoir se relever et passer tant bien que mal ces turbulences. Alors tu le rappelais à juste titre parce que Blagnac fait partie des gros bras de par son budget, mais reste un petit parmi les gros, si tu me permets l'expression. C'est un effectif à 90% qui est plus réactif, tu le précisais. Ça veut dire que dans le programme qui a été présenté il y a 2 saisons sur le CAP 2022, est-ce que ça a une influence à ce qui se passe aujourd'hui ou pas du tout? Alors, on fait partie des gros bras, si je puis dire, mais surtout parce que sportivement, on a des résultats. Quand on a lancé le projet CAP 2022, il y a plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi, c'était pour jouer les premiers rôles en Fédéral 1 et avoir les filles au plus haut niveau. Et pas forcément pour monter en Pro D2, ce que beaucoup de gens ont Voilà, compris. l'amalgame a été fait. Oui, voilà, beaucoup. Enfin, disons que CAP 2022, pour beaucoup, rimait avec Pro D2. Nous, au tout départ, c'était pas l'objectif. C'était de jouer les premiers rôles de Fédéral 1, se qualifier et être dans les 8 meilleures équipes françaises en Fédéral 1. Donc, la Pro D2 est venue dans les têtes, bien évidemment, de tout le monde et on est tous des compétiteurs, donc forcément qu'on regarde en haut. Elle est venue par la réussite, d'abord, du premier palier qui était de jouer les premiers rôles. Donc, pour répondre à ta question, Jérôme, oui, le projet CAP 2022 va reprendre. Oui, le projet CAP 2022 va être relancé dès la reprise.
Pourquoi ? Parce que de par sa constitution et de par la manière dont il a été imaginé et structuré, il ne peut que reprendre. Puisque un des axes forts, c'est la formation des jeunes. Et en ces périodes troubles, bien évidemment que les clubs formateurs vont, pour moi, mieux s'en sortir que les autres. Donc la formation des jeunes, la prise en compte du rugby féminin, et en tout cas l'accompagnement au même niveau que les garçons du rugby féminin à Blagnac. Et puis un axe social et sociétal fort dans ce projet CAP 2022, qui est la prise en compte de tout l'extra-sportif, c'est-à-dire trouver des emplois, des missions, enfin des stages, et accompagner nos licenciés sur la vraie vie. Donc ça aussi, ça prend tout son sens, si je puis dire. Et puis aussi tout l'axe lié aux actions dans le milieu scolaire et dans les quartiers de politique de la ville. Donc de par sa construction, de par sa genèse, le projet CAP 2022 va repartir. Voilà. Alors après, bien sûr que les bons résultats sportifs font qu'on va nous demander si on sera encore éligible et prétendant à une éventuelle montée. Bien sûr que ce projet CAP 2022 est ambitieux. Il est aussi d'être candidat potentiel et rentrer dans les clous pour être éligible. Peut-être que économiquement on pourra pas être prétendant à la montée tout de suite, mais c'est en tout cas ce que l'on prépare. Voilà. C'est bien parce qu'on aborde la question un peu financière et on a vu que la Fédérale 1 était un petit peu un laboratoire expérimental quelque part depuis quelques saisons avec différentes formules. Celle de la saison prochaine, a priori, on part sur une formule à 60 clubs, 5 poules. Ton avis déjà par rapport à cette formule-là ? Alors, c'est clair que la crise actuelle a tout remis en question, hein, y compris la formule des championnats. Moi, mon avis sur la poule à 60, je pense qu'il. C'est le direct, c'est le direct. Je pense que ces poules à 60, cette Fédérale 1 à 60 équipes va bousculer quelque peu les habitudes des clubs de Fédérale 1. Je suis pas certain que la Fédé finalement ait validé encore l'idée des 5 poules de 12. Nous, on a fait une proposition de partir sur 6 poules de 10 parce que en démarrant peut-être en octobre, comme c'est prévu, en octobre ou novembre, on va forcément pas pouvoir avoir toutes ces dates de championnat. Oui, tu me laisses. On va pas pouvoir avoir toutes ces dates de championnat. Donc la formule n'est pas arrêtée. Oui. Les 60 équipes, c'est une décision qui a été prise au niveau de la Fédé. C'était pour pas qu'il y ait de déçus. Maintenant que des clubs ont refusé d'y aller, je comprends pas trop pourquoi on s'acharne à aller en chercher quand même 60. On va faire monter des clubs qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas prêts à y monter. Sportivement et financièrement, il y a un risque quand même qui est présent, que de dire à des clubs qui sont 15e ou 20e de Fédérale 2 de rentrer entre guillemets en Fédérale 1 comme ça sans s'y préparer. Il y a quelques mois, on se demandait si la sécurité des joueurs était présente sur on s'inquiétait de la sécurité des joueurs et de la santé des joueurs sur 48 équipes. Sur des matchs à gros écarts en termes de score. Maintenant, on s'inquiète plus de cette santé-là. Donc, c'est vrai que quand je dis la crise a tout chamboulé, c'est ça aussi. On peut comprendre que la Fédé a pris des décisions. On ne rentre pas dans cette polémique-là, mais nous, ça nous amène quand même quelques questions d'ordre de niveau, de niveau. En effet, il y aura quand même des beaux derbies et je suis convaincu que les valeurs de beaucoup de clubs montants vont titiller les grosses écuries, les grosses cylindrées. Mais voilà, je m'inquiète pour ces clubs-là qui n'étaient pas préparés. Je m'inquiète pour la santé des joueurs qui n'est pas préparé à enchaîner des matchs de haute intensité comme celle-là. Moi, je pense qu'il faut que la fédération soit souple dans les nouvelles formules à venir. Il faudra qu'il y ait, en effet, pourquoi pas 6 poules de 10.
pour pouvoir se garder quand même des plages de repos et pas enchaîner les matchs par des gros blocs. Et puis il faudra revenir à une situation plus normale puisque la Fédérale 1 par vocation c'est l'élite, du rugby amateur, et il faudra quand même que la pyramide reprenne une courbe normale et qu'on réduise à terme le nombre de clubs en Fédérale 1, qu'on revienne à 48 très rapidement et éventuellement même qu'on y descende en dessous et qu'on descende pourquoi pas à 24. Donc ça veut dire que tu serais pas favorable à un retour sur une poule élite de Fédéral 1, Alors, tel qu'on l'a connu. moi, je pense qu'il faut resserrer la Fédérale 1, mais pas sous le format que l'on a connu, qui était pas bien. Alors, peut-être pas au bon moment, peut-être trop tôt, et en tout cas, qui a mis beaucoup de clubs en danger et dans le rouge. Il y a eu beaucoup de dépôts de bilan, malheureusement, qui s'en sont suivis. Voilà, nous, on parle du projet Cap 2022, il ne faut pas que les finances, qu'on soit esclave et pris à la gorge par un projet, par une ambition. Et je pense que la poule élite, telle qu'elle était structurée et créée, elle a été dangereuse. Moi, je pense qu'il faut peut-être pas parler de poule élite ou de Pro D3, mais il faut resserrer. Il faut resserrer au moins à 24 clubs, puisque quand même, ce qui fait le charme de la Fédérale 1, c'est qu'il y ait quand même des joueurs, entre guillemets, des petits clubs qui viennent terrasser les gros. Il faudra garder cet esprit-là parce que c'est ce que l'on aime dans la Fédérale 1, mais je pense qu'il faut quand même resserrer, pourquoi pas 2 poules de 12, voilà, 24 équipes. Pour moi, c'est le bon format, c'est le bon, voilà, c'est l'entre-deux qui est intéressant, et qui prépare à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à la Pro D2. Cette préparation à la Pro D2, visiblement, tu la prépares bien toi aussi, puisque au niveau du staff, on sait tous que Christophe Zello fait un travail formidable dans le club, que la passerelle entre le Stade Toulousain et Blagnac marche dans les deux sens. On se souvient de l'arrivée de Pierre Pagès au sein de l'effectif du Stade Toulousain comme demi-mêlée. Et puis la passerelle a marché dans l'autre sens ces derniers jours, ces dernières heures même, avec Régis Son qui débarque à Blagnac. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai que tu l'as dit dans le début de ta question, Blagnac s'attache toujours à avoir un staff de qualité. Alors, il est clair que on a pour moi un des meilleurs staffs de France, hein, clairement, hein, je m'en cache pas. Beaucoup de clubs prennent un peu se trompent peut-être de bataille ou de combat en allant chercher toujours le meilleur joueur, en faisant des recrutements à tout va. Moi, je suis convaincu que la stabilité dans un club est importante, dans un groupe, dans une équipe, et aussi la stabilité au niveau du staff sportif. Pour moi, le principal dans un club, c'est d'avoir un staff à la hauteur et un staff dans l'esprit du club et dans le projet et l'histoire du club. Donc moi, à Blagnac, il est clair que j'ai pour moi le meilleur staff. Alors on parle de Christophe en tête de gondole, mais il y a aussi Eric Escribano, Romain Fuertes. Voilà, il y a tout un staff derrière qui est là en place depuis 4 ans, voire 5 ans même. Donc la stabilité à l'image de notre groupe de joueurs. Et puis on vient aussi amener des bonnes nouvelles, en effet, avec ce lien fort qu'il y a avec le Stade Toulousain. C'était aussi dans le projet du club de Cap 2022 que de se rapprocher, oui, que de se rapprocher très fort du Stade Toulousain, parce que on considère que ça tire tout le monde vers le haut. Se renfermer sur nous-mêmes, de peur qu'on nous vole des joueurs, je pense que là, les clubs qui font ça, ils se trompent. Au contraire, nous, on est club formateur, on l'a marqué sur le front, on l'a dans le sang, et quelque part, on est fiers que de voir évoluer au Stade Toulousain nos joueurs, qui en ont le niveau, bien évidemment, mais il faut qu'il y ait un retour, et c'est aussi ça que l'on souhaite, et c'est vrai que ces derniers jours, pour le coup, on a annoncé, alors on s'attendait pas à un buzz aussi important, même lui non plus d'ailleurs, la venue donc de Régis Son. Alors c'est souvent une histoire d'homme, hein. On dit que le rugby, il y a de l'argent maintenant qui
qui vient comment dire, le ternir ou le toucher. En tout cas, voilà, nous là pour le coup, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'homme, d'amitié et de passion. À l'image de Fred Michalak, avec qui je suis très proche et avec lequel nous avons monté ce projet. Nous avons aussi Christophe Dello qui est avec nous dans le projet et avec qui nous sommes très proches. Et puis ce lien d'amitié qu'il a avec certains anciens de ses coéquipiers très compétents. Ben voilà, Régis nous rejoint par amitié pour Christophe, parce qu'il a la passion du rugby et que c'est un éducateur, un entraîneur dans l'âme, et qui s'est proposé à Christophe il y a quelques jours, il y a 3 semaines environ, pour lui dire voilà, moi j'ai envie d'être éducateur à tes côtés. Éducateur à tes côtés, ce sont ces mots. Tu me mets avec l'école de rugby où tu veux, mais j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie d'être avec toi et pour continuer à faire ce que j'aime dans le rugby. Donc, il y avait une place entre guillemets qui s'est libérée en cadet. Donc, Régis nous rejoint pour être entraîneur des cadets de Blagnac. Et pas de l'équipe première, comme certains ont pu le dire, donc. Hein. Alors non, puisqu'on a le staff, on a Eric Escribano qui s'occupe des avants et qui le fait très bien. Par contre, comme on a un staff qui est intelligent, bien évidemment que des compétences comme celle qu'a Régis, une expérience, on va quand même savoir s'en servir et peut-être que voilà, en fonction de ses disponibilités, peut-être qu'on lui demandera de venir nous donner quelques conseils en touche, peut-être. Mais en tout cas, il va intégrer la formation du club de Blagnac. Donc merci pour toutes ces précisions, Benoît, déjà. Et puis on ne peut pas ne pas évoquer le rugby féminin parce que Blagnac est une place forte également du rugby féminin. On entend parler de certaines évolutions, notamment en Elite 1, avec sans doute une 4 poules de 4. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces évolutions-là ? Oui, alors bien sûr que nous à Blagnac, forcément que le rugby féminin a une place forte, hein, de par l'état d'esprit que véhiculent les filles, de par les valeurs et la fraîcheur qu'elles amènent. Elles sont complètement intégrées dans le projet du club. On s'en occupe plus particulièrement. En effet, il y a une nouvelle formule qui est actée. Ça sera le cas la saison prochaine. Elle était actée avant même la crise. Donc, bien sûr, 4 poules de 4, ça c'est lancé. Ça sera le cas. Et puis ensuite, il y a aussi une nouvelle formule en 2022, 2021-22, pardon. Donc, dans 2 ans, il y aura une nouvelle formule du championnat de rugby féminin afin de se caler sur le calendrier international. Et donc, il y a une formule intermédiaire qui est la saison prochaine, 4 de 4. Et puis l'année d'après, une nouvelle formule avec une poule unique. Donc, c'est encore en travaux, c'est encore dans les discussions. Mais il y aura un nouveau championnat de rugby féminin d'ici 2 ans afin de se caler sur le calendrier international et préparer les grandes échéances internationales. Avec certainement une recrue, on la voit à l'écran un petit peu pour les saisons prochaines, dans quelques années. Oui, ma fille Manon, oui, qui joue au club de rugby de Blagnac en U6. Eh bien, bonjour Manon, bravo pour tout. Benoît, merci pour ces instants, toujours agréable. Et puis, on se dit à très bientôt pour une reprise la plus prochaine possible. Entendu, merci. Salut, Merci à bientôt. Jérôme, merci à Salut. tous.